Merci Aurélie. C'est un cycle de conférences organisé en partenariat avec le magazine Respect, qui est un trimestriel qui donne la voix à celles et ceux qui l'ont moins d'habitude. Un magazine que vous pouvez retrouver en bas dans la boutique avec le livre de Salomé, pour le petit point promo. Et puis, si vous voulez, vous pouvez aussi vous abonner au magazine Respect en ligne. Et c'est pas parce que j'écris dedans, mais c'est un super magazine. Voilà, les choses sont faites et sont dites. On va parler tous les trois et avec vous, il y aura un petit temps de questions-réponses à la fin de cette conférence. On va parler des jeunesses avec un S, oui, avec un S, puisqu'il y a plusieurs jeunesses, il n'y en a pas qu'une. La jeunesse, c'est un temps de la vie qui est parfois complexe à décrypter. On va dresser ensemble le portrait de ces jeunesses et peut-être que vous allez vous y retrouver. Et pour en parler avec moi ce soir, il y a Salomé Saké qui est à mes côtés, journaliste pour France Télévisions, pour le média Blast et qui est autrice d'un livre qui est sorti il y a quelques mois maintenant, je sais plus. Un mois. Un mois, tout pile, mais déjà réimprimé à je ne sais plus combien d'exemplaires, mais qui est déjà réimprimé, donc qui est un joli succès. Sois jeune et tais-toi aux éditions Payot. Et Antoine Gentil, enseignant, coordinateur du dispositif Starter, un dispositif qui est à destination d'adolescents en décrochage scolaire, des adolescents vulnérables, à Grenoble, au lycée Guilmer, et qui est, je sais pas la star, mais en tout cas, qui est dans le documentaire. Alors, surtout pas une star. Non, non, c'est mes élèves les stars, mais moi je suis pas une star. exactement. Donc, ses élèves sont des stars et il apparaît dans un documentaire qui s'appelle Un bon début et que je vous conseille vivement, qui justement suit pendant plusieurs mois ce dispositif qui est passionnant. Je vais vous poser une question à tous les deux, un peu pour entrer dans le vif du sujet. Quels sont les clichés qui vous agacent au sujet des jeunes de manière générale? Salomé? Oui, ce micro marche. Très bien. Oui, moi je savais t'entends. pas. Faut parler très près. Ouais. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup d'être là un jeudi soir. À 1 heure, on pourrait faire autre chose et on vient écouter parler de jeunesse, donc merci beaucoup pour ça. Moi, les clichés qui m'agacent le plus, clairement, c'est les clichés qui concernent le travail, la soi-disant paresse des jeunes, c'est-à-dire qu'ils ne voudraient plus être impliqués dans les entreprises, ils ne voudraient plus travailler autant que leurs aînés, qui sont tout simplement complètement faux. Je vais peut-être pas commencer à le débunker maintenant, mais en tout cas, qui est quelque chose qu'on entend beaucoup à la télévision en ce moment et qui vient souvent avec des accusations en narcissisme, en égoïsme, ces jeunes qui seraient sur leurs écrans toute la journée, auxquels on vient ajouter les dernières accusations, c'est les accusations en stupidité, c'est-à-dire que les jeunes seraient incultes, qu'ils ne seraient pas intéressés par ce qui se passe autour d'eux, qu'ils seraient moins cultivés que leurs aînés l'étaient au même âge. Et donc tout ça, encore une fois, à mes yeux, relève du pur cliché et pas du tout d'une réalité. Et c'est ce que j'ai essayé de démontrer dans mon livre avec des chiffres, des statistiques, pour montrer que c'est vraiment juste un ressenti de la part d'une partie des plus âgés et qui ne se retrouve pas du tout dans les faits. Voilà. Antoine? Je vais compléter, mais je souscris évidemment à ce que vient de dire Salomé. Moi, je supporte plus le mot génération perdue, par exemple, ou génération sacrifiée. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas entendre. Et puis, alors, il y a un autre mot qu'il faut combattre, qui est revenu dans la précédente campagne présidentielle, c'est racaille. Je trouve que c'est intolérable que des personnels politiques utilisent ces termes-là. Enfin, racaille, Karcher. Comment on peut parler des jeunes comme ça? Je me pose la même question aussi. Non, mais c'est sur ces clichés, mais c'est très intéressant et important parce que médiatiquement, c'est vraiment une manière qu'on a un peu binaire de traiter les jeunes, c'est-à-dire que soit ils sont stupides et ils font n'importe quoi, soit ils sont dangereux. Et c'est aussi, et là, on stigmatise clairement une certaine partie de la jeunesse. Et ça a été mesuré dans une étude qui date un petit peu parce qu'elle a une dizaine d'années par l'Observatoire de la jeunesse, qui a montré par des études sociologiques notamment, qui avaient un traitement qui était injuste des jeunes et qui renvoyait une image, notamment des jeunes de banlieue, qui était complètement erronée et qui visait à les rendre dangereux, à les rendre inquiétants, et qui, encore une fois, était complètement décorrélée de la réalité. Et justement, c'est vrai que ce sont des choses qu'on entend régulièrement, c'est répété, répétitif, et ça depuis de nombreuses années. Donc ça fait des dégâts, en fait, dans le réel, sur l'estime que les jeunes peuvent avoir pour eux-mêmes. Comment justement on répare cette estime? Comment on recrée de l'empathie auprès de cette population? Alors vous, Antoine, c'est plutôt avec des adolescents, mais vous accompagnez aussi des jeunes en formation professionnelle. Salomé, dans ton livre, c'est aussi plusieurs jeunesses dont tu parles. Comment on recrée, comment on replace cette empathie-là dans ces générations? Je veux bien commencer, mais alors d'abord, moi, je vais
sûrement pas dire il y a une recette et voilà comment on fait, et c'est tellement facile, allez-y, faites-le, quoi. C'est très difficile de travailler avec des adolescents, d'autant plus si c'est des adolescents éprouvés. Vulnérables, oui, mais a priori tout le monde est vulnérable. Tous les adolescents, en particulièrement d'ailleurs, les adolescents sont vulnérables. Mais après, certains le sont plus que d'autres. Et certains, enfin moi je trouve que le terme éprouvé marche bien parce que il faut se dire que notre société laisse des adolescents éprouvés. Donc nous, avec mon équipe à Grenoble, on a orienté notre projet il y a 10 ans sur ces adolescents-là en développant des approches. Avant ça, j'avais travaillé en prison pendant 3 ans, avant encore auprès des jeunes placés en maison d'enfants. Donc j'étais déjà en lien avec ce public, mais j'ai eu le temps de construire mon expérience avec d'autres professionnels. Mais du coup, sur notre approche, nous, c'est vraiment de dire, en fait, d'abord, on reconnaît, on identifie leur vulnérabilité. Identifier des vulnérabilités aujourd'hui, ça veut dire porter un regard sur les violences qu'ils vivent. Et quand on commence à regarder les violences, c'est les violences intrafamiliales, c'est les violences, enfin, je ne vais pas vous faire une liste, mais nous, on a affaire à des jeunes qui vivent d'immenses violences. C'est identifier, se dire qu'on est dans des sociétés ouvertes avec de la migration. Tout à l'heure, on parlait du jeune, du petit qu'on a retrouvé sur les plages il y a quelques années, mais moi, j'ai 2 élèves cette année qui ont traversé la Méditerranée. Quand ils font récit de ce qu'ils ont vécu et quand on voit dans quelles conditions ils arrivent et comment ça se passe leur arrivée, penser l'école pour eux, penser les soins pour eux, penser l'éducation pour ces enfants, c'est pas rien, mais ça doit être fait. Et puis ensuite, on a tous les enfants qui ont des parents malades, des parents incarcérés. L'incarcération, c'est une vulnérabilité aussi. Voilà, donc on doit penser comment on s'en occupe. Et après, du coup, je vais très vite parce que je ne veux pas être long. Il y a 2 mots très forts, en fait, je pense. C'est la relation éducative. Tout à l'heure, on a parlé d'empathie, ou tu as parlé d'empathie. En effet, l'empathie, c'est important, mais ça ne suffit pas. Il y a la question de l'hospitalité du quotidien, des micro-traces d'hospitalité qu'on va mettre en œuvre. Et puis, il y a le travail en alliance éducative. Ça veut dire comment on travaille avec les autres, parce qu'on n'est pas des super-héros. On ne peut pas tout faire. Et donc, il faut savoir passer des relais, partager, travailler avec. Voilà, et puis... Bon, je ne vais pas détailler tout, mais c'est déjà pas mal. Si tu veux, on pourra en parler encore un petit peu après, Salomé. Oui, évidemment que je souscris à tout ce que tu viens de dire. Ça, c'est aussi vraiment sur le plan éducatif. Et je trouve ça intéressant que tu aies parlé d'empathie. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça dont on manque, en fait, à l'égard des jeunes. Pour beaucoup alors, je vois que la salle est plutôt jeune, globalement. Mais même, d'ailleurs, à 25, 30, 35 ans, on peut avoir cette idée que notre petit-neveu, notre petite-nièce, punaise, elle est vraiment sur son téléphone toute la journée, est complètement stupide. Et on a une vision, même que moi, je peux retrouver, alors que j'ai 27 ans, chez certains de mes amis, ou moi-même, d'ailleurs, me dire, mais qu'est-ce que c'est que ces jeunes qui sont sur TikTok toute la journée, quand on voit les dérives de la chirurgie esthétique, où il y a un sentiment d'incompréhension, en fait, qui peut se créer très facilement. Alors imaginez pour ceux qui aujourd'hui ont 60, 70 ans, où ça leur paraît tellement délirant et tellement fou, en fait, la manière dont se comportent les jeunes, que ça suscite une très grande incompréhension et parfois un mépris qui est très très fort et un manque d'empathie à la fin, in fine. On en arrive à ça. Et ça, c'est quelque chose qui a été très frappant pendant la pandémie, par exemple, où on a politiquement décidé qu'on allait confiner toute la population et donc les jeunes, chez qui ça a eu des répercussions vraiment beaucoup plus importantes que chez les plus âgés, parce que les jeunes sont à un âge où ils se construisent, à un âge où ils se cherchent professionnellement, où ça peut être absolument déterminant comme période, à un âge aussi de grande socialisation, contrairement à quelqu'un qui a 70 ans et qui est toute la journée déjà, pour beaucoup d'entre eux, alors je ne veux pas faire un cliché, mais qui sont quand même, ils ne sont pas aussi actifs, se déplacent pas forcément autant, en tout cas pour la grande majorité d'entre eux. Donc on a pris cette décision et on s'est un peu moqué des conséquences sur les jeunes. On a mis beaucoup de temps, ne serait-ce que politiquement. Par exemple, il y a eu des mesures très importantes pour soutenir les entreprises, pour soutenir les plus âgés, pour les protéger notamment du virus, pour soutenir vraiment énormément d'emplois, de situations. Et il y a eu un néant total
sur les plus jeunes. Et il a fallu qu'on attende 8 mois, ce qui est absolument colossal, pour avoir enfin des mesures qui arrivent pour tout simplement réussir à nourrir des jeunes. Parce qu'on en était là. C'est quand on a failli, quand on a commencé à voir globalement ces images de jeunes que vous avez probablement toutes et tous vues, d'étudiants qui faisaient la queue pour avoir des pommes de terre, enfin vraiment c'était ça, et avoir assez pour se nourrir, qu'on s'est dit, ah peut-être qu'on aurait dû s'occuper des jeunes. Et en fait c'est dingue que collectivement, ça ne nous ait pas interpellés plus tôt. Et ensuite, il y a la question de la santé mentale qui s'est posée. Et ça, moi, c'était hyper frappant dans les témoignages que j'ai pu retrouver. C'est que une énorme partie de la jeunesse, et là, pas que la jeunesse très défavorisée ou vraiment qui vivrait les situations de plus grande violence que tu as souligné à juste titre, mais y compris des jeunes de milieux même favorisés, des jeunes qui avaient même été enfermés dans des maisons avec piscine, hein, pour certains, et qui m'expliquaient à quel point ça a été extrêmement dur, à quel point ça a été dévastateur. Et ça, c'est pas que dans les témoignages que j'ai pu, moi, recueillir, ça se retrouve dans les différentes enquêtes qui sont en train de paraître aujourd'hui, différentes études. Il y a une étude de Santé publique France qui est parue en février dernier, qui nous montre qu'un jeune sur 5 en France souffre de syndrome dépressif, ce qui est tout simplement historique. On n'a jamais eu un taux pareil. Et ça devrait être un sujet de santé publique majeur, de se dire mais la jeunesse va mal, comment est-ce que c'est possible, comment est-ce qu'on s'en occupe? Mais en fait, ça passe à la trappe. Ça passe à la trappe médiatiquement, ça passe à la trappe politiquement. Et après, il y a la question de la sphère personnelle, où évidemment, il y a une certaine solidarité des grands-parents vers leurs petits-enfants, c'est-à-dire qu'ils vont leur donner un petit billet, ils vont essayer de les aider. Il y a une solidarité familiale, mais il n'y a pas une solidarité collective des plus âgés, ou en tout cas pas significative, des plus âgés envers les plus jeunes. Et là, pour moi, ça relève clairement du manque d'empathie. C'est qu'on n'essaie pas de se dire que cette couche de la population vaut le coup d'être aidée, vaut le coup d'être sauvée. Et ça, en tout cas, c'est ma thèse dans mon livre, c'est que c'est un problème d'information, c'est un problème de compréhension. Et qu'il y a beaucoup de personnes âgées que j'ai d'ailleurs pu interroger qui disent bon, oui, les jeunes aujourd'hui, c'est difficile, mais moi aussi de mon temps, c'était dur. Moi aussi, j'ai eu des problèmes d'emploi. Aujourd'hui, les jeunes veulent plus travailler, ils sont sur leur téléphone toute la journée. J'ai pas trop envie de m'y intéresser, en fait. C'est ça le problème. Et donc, je pense qu'il faut Alors, encore une fois, il n'y a pas de recette magique. Non, enfin, pareil, je vais pas arriver et vous dire c'est ça la solution parfaite, mais je pense que c'est une piste de se dire bon, si on sensibilise aussi toutes les couches de la population à la question de la jeunesse, qu'on informe avec précision aussi sur voilà, qu'est-ce que c'est que la situation de l'emploi. Est-ce que vraiment ma situation est pareille et similaire à celle de mon vieil oncle à table qui me dit moi de mon temps je me bougeais, c'était vraiment on mouvetait pas nous les jeunes. Bon, la réalité c'est que non, et que par plein d'aspects c'est bien plus difficile, et peut-être qu'on va l'évoquer un peu plus tard, mais la question de l'écologie aussi, qui est un enjeu de jeunesse, alors qui est un enjeu évidemment collectif, mais qui est avant tout un enjeu de jeunesse, puisque les jeunes vont être les premiers à subir les conséquences du réchauffement climatique, et surtout vont les subir plus longtemps. Ça vaut vraiment le coup de se poser aussi cette question de l'inégalité intergénérationnelle, et à mes yeux, elle n'est pas assez posée. Et clairement, pour moi, c'est vraiment un problème d'empathie. Quand on a une image qui est vraiment négative dans les médias, qui est négative chez les politiques, qui est négative chez une grande partie de la population, je vous laisse faire le test. Encore une fois, je pars du principe que vous êtes jeune dans cette salle, mais je vous laisse faire le test d'aller poser des questions à vos oncles, vos tantes, vos parents, vos grands-parents sur les jeunes, et vous allez voir que souvent, ils vont avoir eux-mêmes intégré des clichés très très négatifs, et c'est pour ça que je trouve qu'il est indispensable de se mobiliser collectivement pour les démonter, pour s'informer et pour réussir à collectivement préserver l'avenir de cette jeunesse, la protéger des violences dont elle fait l'objet aujourd'hui. Voilà. J'arrête là parce que... Non, mais il y a plein de sujets qui ont été abordés et ça serait intéressant de garder bien vos questions en tête si vous en avez pour la fin. Justement, tu parlais des médias. Moi, ma question souvent, c'est pourquoi cette diabolisation ? Effectivement, on a parlé d'un groupe de personnes, en fait. C'est toujours peut-être la recherche de boucs émissaires, je sais pas, etc. Mais souvent, il y a vraiment cette espèce de dédain vis-à-vis des jeunes qui vient s'accumuler et se coupler avec, tu le parlais Antoine tout à l'heure, du mot racaille, tout ça vient se mêler aussi à un contexte social, économique, etc. On parlait d'empathie, mais est-ce qu'il n'y a pas la volonté de chercher des boucs émissaires ? Qu'est-ce que vous, ça vous fait, qu'est-ce que vous ressentez ? Oh là là, c'est une sacrée question, mais c'est pour ça que je la pose. Mais ce que je
voit par exemple, c'est ce qui se fait dans les, enfin ce qu'on perçoit dans les séries, je sais pas, n'importe quelle série de plateforme. La série adolescente, c'est devenu un archétype. Dans ces séries, qu'est-ce qu'on retient de l'image de l'adolescent? C'est évidemment un adolescent en crise, c'est un adolescent qui est dans... Enfin, on a tendance à grossir les passages à l'acte adolescents, en fait. Et je pense à augmenter, à mettre vraiment beaucoup trop en scène la question du passage à l'acte et de l'explosion des émotions, etc., et sans regarder ce qui se joue du point de vue politique au sens pouvoir d'agir. Un adolescent, tout se règle pas en termes de psychologie. On est aussi des êtres politiques. Et on doit aussi penser, quand on s'adresse à des adolescents, au fait que ils vont agir en décidant de leur vie à certains points de vue, etc. Et qu'on doit, en tant qu'adulte, si on travaille avec eux en tant qu'adulte, professionnel, etc., s'adresser à eux comme des êtres politiques et pas uniquement des êtres psychologiques. Voilà, par exemple. Oui, on renvoie souvent les jeunes à leurs émotions. Donc, je sais pas, Salomé, c'est quelque chose en tout cas. Comment ? On les résume à leurs émotions. Juste, excuse-moi, mais pour compléter, par exemple, moi, je travaille sur un dispositif de lutte contre le décrochage scolaire. Et si on fait la généalogie de ce terme, le décrochage scolaire, c'est terrible en fait. Parce que c'est un terme qui n'existait pas avant les années 90, qui a pris maintenant, ils sont décrocheurs, dès la CM2, on dit ils sont décrocheurs. Et décrocheur, c'est un terme qui a un emprunt militaire à l'armée américaine. Au XXe siècle, enfin début du XXe siècle, ça voulait dire renoncer au combat. Donc en fait, on assigne, en désignant, on assigne les jeunes au renoncement, au décrochage, quand on utilise le terme décrocheur, par exemple. À tire-larigot. Aujourd'hui, il n'y a plus une discussion en salle des profs ou dans les établissements scolaires ou un livre sur l'éducation nationale. Il est partout, décrocheur. Et puis, le décrochage scolaire aussi derrière, c'est aussi l'assignation à l'employabilité. Si on regarde d'un point de vue généalogique, ce terme, il arrive et c'est des décisions européennes sur le fait qu'un jeune, il doit être employable à la fin de son cursus scolaire. Or, quand même, ça pose aussi des questions éthiques. Punaise, l'école, c'est aussi un lieu d'émancipation. Enfin, l'école, et pas que l'école d'ailleurs. La société doit être émancipatrice. Et il y a des vraies questions fortes du coup sur ce qu'on assigne en désignant l'adolescent. Et je passe les clichés, enfin je vais pas, parce que tu en as déjà parlé, mais je parle pas de jeunes, vous avez remarqué, parce que je travaille avec des plus jeunes que les jeunes dont tu parles dans le livre, mais pour ce qui est des adolescents en tout cas, je trouve qu'on fait énormément de clichés sur eux, et on les diabolise énormément. Sociétalement, la figure de l'adolescent, elle est quand même assez diabolique. Alors qu'on a toutes et tous été adolescents. Bien sûr. Oui, parfois on l'oublie. Oui. Non, si on pose la question de pourquoi les médias traitent les jeunes comme ça, je pense qu'on peut poser la question plus large de pourquoi les médias véhiculent des clichés de manière générale sur d'autres couches de la population et n'arrivent pas à... D'ailleurs, pas tous, mais une partie d'entre eux n'arrivent pas à aller dans le fond des choses et à avoir une approche plus nuancée de certaines grandes thématiques de société. Je pense que ça tient au modèle économique des médias qui s'est transformé, à l'irruption des chaînes d'information en continu qui font qu'on a un traitement de l'information qui est très dans l'immédiateté, qui fait que les journalistes aussi, je peux en parler pour avoir travaillé dans une chaîne d'information en continu, n'ont pas le temps d'aller chercher, d'aller interroger des experts, des sociologues, n'ont pas le temps de s'informer, de se former. Et d'ailleurs, c'est ce que pointe le fameux rapport que je citais qui a observé un peu le traitement de la jeunesse dans les médias, qui dit que c'est un problème aussi de formation des journalistes, de spécialisation des journalistes. Si vous êtes le matin, vous parlez de, je sais pas moi, Sainte-Soline, ensuite vous parlez des retraites, et là, le soir vous parlez des jeunes. En fait, vous ne vous spécialisez dans rien, et vous avez évidemment beaucoup plus tendance à vous conformer dans vos propres clichés, à confirmer votre propre biais, et donc évidemment ça favorise ce type de mauvais traitement. Et ensuite, je pense qu'il y a une deuxième explication, c'est que les gens qui font l'information aujourd'hui, qui vous voyez sur des plateaux de télévision, c'est pas des vingtenaires. La plupart ont quand même un certain âge, et ça augmente encore plus quand on parle des éditorialistes. Encore une fois, autre
gros problème de l'information qui se confond en fait avec de l'information, et où là, et c'est là où j'ai trouvé les clichés les plus hallucinants divulgués à heure de grande écoute sur des chaînes d'information en continu, c'est que ça ne repose sur rien, que c'est diffusé entre deux journaux au même titre que d'autres informations, et là c'est le délire. Là c'est effectivement, je pense que les jeunes servent de bouc émissaire. Et je vais reprendre l'exemple de la pandémie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la rave party en Bretagne, qui a été menée, ce grand moment de décadence de la jeunesse, qui mérite discussion. Je ne dis pas qu'il ne faut pas traiter ce sujet-là. Et je me suis allée me replonger dans les archives. Il se trouve que ce sujet a fait la une de l'actualité pendant des semaines. On parle de quelques jeunes qui ont fait la fête, certes sans masque et sans protection, et voilà, pendant une soirée. Et on peut se dire que ça pose un problème de santé publique, tout ça, mais des semaines avec des éditorialistes qui vraiment se succédaient sur les plateaux télé pour nous dire à quel point les jeunes sont irresponsables, à quel point ce sont des propagateurs de virus, alors que globalement, si vous preniez la jeunesse en France à ce moment-là, dans le pays, les jeunes restaient chez eux. La plupart des jeunes ont respecté les règles. C'est ça qu'on a tendance à oublier. Et donc ça donne un espèce de prisme complètement déformant qui est allé jusqu'au ministère de l'Intérieur. Il faut quand même voir les proportions que ça a prises. C'est-à-dire que Gérald Darmanin en personne est allé s'exprimer sur le fait que des jeunes avaient été arrêtés et donc qu'ils allaient être condamnés. Et on en fait un espèce de sujet d'actualité majeur pendant, encore une fois, j'insiste, des semaines. C'est pas un truc c'était pas 2 jours. Et ça, c'est clair que ça participe à diffuser ces clichés-là. Et je pense que c'est lié au fonctionnement, 1, de l'information, et 2, à l'âge aussi des personnes qui font l'information. Et je rappelle qu'on a un déséquilibre démographique en France, c'est que les plus de 60 ans représentent 2 fois plus que les 18-29 ans. Donc aujourd'hui, les gens qui votent, les gens qui prennent les décisions, sont globalement des plus âgés. Et les jeunes qui sont, de par leur âge, ne sont pas dans les instances dirigeantes ni des entreprises, ni des médias, ni des politiques, sont mis en situation de minorité, d'infériorité, et donc par ce rapport aussi de pouvoir, enfin ce rapport de force, pardon, plutôt, évidemment que leur parole, leur point de vue ne va pas être majoritaire. Et si vous regardez, et c'est très intéressant sur la plupart des contenus, quand on parle de jeunes, quand on parle de jeunesse, il y a plein d'endroits où la jeunesse n'est pas interrogée. C'est-à-dire et c'est pour ça que dans mon livre, j'ai vraiment tenu à donner des statistiques, mais aussi à donner la parole aux premiers concernés, c'est-à-dire aux jeunes, parce que c'est encore les premiers, c'est encore ceux qui sont le plus habilités à parler de la jeunesse. Et là, pour illustrer enfin la fin de mon propos, c'est que je vous invite à lire un livre qui s'appelle OK Millennials, qui a été écrit par le journaliste Brice Couturier. C'est 300 pages, où vraiment chaque page est un cliché sur les jeunes, étayé par pas beaucoup de choses. Et il n'a jamais interrogé les jeunes. C'est-à-dire qu'il a fait une enquête entière, ce qui est quand même, voilà, bon là c'est le cas le plus extrême, hein, tous les journalistes font pas ça, heureusement, mais il a fait une enquête entière sur la jeunesse, sans interroger un seul jeune, même pas son petit-neveu, même pas personne. Et ça, c'est un problème, et évidemment que le fait que ce type de comportement-là soit accepté, parce qu'il a parcouru les plateaux de télé, la radio, il a pu exprimer son analyse sur la jeunesse sans avoir jamais rencontré la dite jeunesse, sans que ça pose problème à personne. Et je pense que si moi je faisais ça demain, si là, moi, demain, je vais sur des plateaux télé, je dis, voilà, j'ai écrit un livre entier pour dire que les vieux, c'est vraiment une génération pourrie et que vraiment, on s'en passerait parce que c'est en substance ce qui est écrit dans le livre. Par contre, j'ai parlé à aucun d'entre eux, puis j'ai pas vraiment fait une enquête très sourcée, je me ferais écraser, je me ferais massacrer. Et ce serait normal. Et dans l'inverse, par contre, ça fonctionne. Donc, encore une fois, on a un très très gros souci médiatique de par la structure des médias. Ça pose la question de qui détient le pouvoir aussi, parce que bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sont à la tête de médias, d'institutions, d'entreprises. Et sur la question des médias, ça pose aussi la question, moi, d'une posture qui m'interroge toujours, c'est celle du polémiste. Alors, polémiste, c'est quelqu'un qui crée des polémiques. Être payé pour ça, c'est quand même fabuleux. Oh, je ferme la parenthèse. Et moi, il y a une phrase qui m'a... Dans le documentaire, Antoine, dans lequel vous êtes, il y a plusieurs phrases des moments qui m'ont énormément touché. Il y a notamment une phrase quand vos élèves qui dit « je m'en fous de ma vie », qui est hyper forte, qui moi ça m'a brisé le cœur, vraiment. Vous tenez bon, vous êtes là face à lui et tout. Enfin, il y a vraiment des passages qui sont hyper forts. Comment on redonne envie à des jeunes qui vous disent « je m'en fous de ma vie »,
Dans un contexte où Salomé parlait de la crise du Covid, mais on est dans une crise sanitaire, politique, médiatique, environnementale très lourde, comment vous dites, ben moi je me relève les manches, j'y vais, qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes? Bah, y a ce que tu viens de plus ou moins dire, l'indéfectibilité du lien déjà. C'est-à-dire que ça amène à réfléchir au fonctionnement de l'institution scolaire, par exemple. C'est quand même une culture française de se dire que quand un adolescent va mal, on le fout dehors. C'est notre façon de faire. Et moi, vraiment, je pense qu'il faut collectivement s'interroger sur ce que ça veut dire l'exclusion scolaire en termes de sanctions. Tous les pays ne font pas ça, et c'est ce qu'on pratique. Avec des adolescents, nous, ils arrivent, puisque ça fait partie des critères d'identification de la vulnérabilité pour nous. Les poly-exclus ou multi-exclus. On a des records à 5 établissements, 5 collèges, par exemple, pour un jeune ou une jeune. Et voilà, donc ça par exemple, le fait de dire à un jeune, plus tu me montres que ça va pas, plus je vais m'occuper de toi. Mais tu seras jamais viré d'ici. Ça, c'est un préalable qui fait qu'on peut travailler ensemble. Et ensuite, bah, évidemment, reconnaître que ça va mal d'abord, avant de lui dire, allez, il faut que tu aies envie. Il y a des moments, c'est pas possible d'avoir envie, tout simplement, parce que ça va trop mal. Et dans ces cas-là, bah, faut se dire que ça va mal, et se dire que voilà, faut mettre du sens sur ce qui se passe, essayer de faire reconnaître. Alors l'école a ce rôle, il faut aussi se le dire, de révélateur, de dire, bah, en effet, regarde, le fait que tu dormes pas de la nuit, ça fait que tu n'arrives pas à apprendre, quoi. Faut s'en occuper de ce problème, il faut qu'on trouve les solutions. Et moi, ça, je ne saurais pas faire, mais par contre, je peux te donner l'adresse de quelqu'un où on va passer le relais à quelqu'un qui va t'aider à ça. Voilà, faut que tu règles tes problèmes de justice parce que c'est pas possible, ça t'empêche complètement de travailler. Je vous passe l'aide à la parentalité parce que c'est pas, enfin, le fait de dialoguer avec des parents qui ont le sentiment d'avoir été jugés, d'avoir été dégradés. Enfin, tout ce travail-là est hyper important. Et puis ensuite, bah, l'envie, l'approche pour aller vers l'envie, moi je la résume toujours avec 2 axes. Je pense qu'il y a un axe, c'est ce qui relève de l'explicite, des pédagogies de l'explicite. Donc bah, c'est comment dans la pédagogie on aide l'adolescent à comprendre, à lutter contre la peur d'apprendre par exemple, et à comprendre ce qui se passe en lui, et comment il va réguler sa compréhension, comment il va oser se dire mais oui en fait lire c'est pas juste aller le plus vite possible à la fin de cette liste de signes, mais prendre le temps, c'est un peu comme aller dans la forêt, quoi. Je m'arrête, je cherche mon chemin, mais ça prend du temps, et c'est tout ce qui relève de l'explicite, où ça va être aussi, je sais pas, de travailler sur les mythes fondateurs, et de se dire mais oui, là il y a les peurs primaires qui sont présentes, enfin, et donc là on est dans l'explicite, et dans toutes ces démarches là sont très importantes, il y en a plusieurs. Et puis de l'autre côté il y a tout ce qui relève de l'expression de soi, et donc par exemple dans le film on le voit un petit peu, mais la pratique de l'atelier d'écriture, enfin de tout ce qui va relever du fait d'intérioriser, et là je reviens aux médias, c'est-à-dire qu'on est dans une société où il y a, pour les jeunes en particulier, mais pour nous tous en fait, une injonction à la réactivité, à la réaction. Et le travail aujourd'hui des professionnels de l'éducation, de l'enseignement, c'est, je pense, de discuter. En effet, moi, je suis fasciné par ce qu'ils vivent médiatiquement, leur pratique médiatique. C'est fascinant. Et éduquer, c'est dialoguer. Donc, c'est évidemment se dire, bah, si on commence par leur dire, mais quelle merde, ce que tu consommes là, on ne travaille pas, on fait pas renseignement, on ne fait pas éducation. Donc, ça veut dire en parler avec eux, bah, ouais, qu'est-ce que tu as vu, montre-moi, ouais, d'accord, Hanouna qui dit ça, ouais, c'est vrai. Et après, à partir de là, on peut réfléchir ensemble et essayer de faire un travail avec eux sur le fait que, en effet, on différencie, on discrimine entre ce que ça veut dire réagir et ce que ça veut dire s'exprimer. S'exprimer, ça veut dire qu'on a pensé d'abord. Et aller dans de l'intériorité, c'est un travail d'éducation, ça, vraiment, et ça prend du temps à se faire, mais le film Un bon début, je vais citer les réalisateurs, Chabi et Agnès Molia. Le film, moi je l'ai adoré la première fois que je l'ai vu, ce film, et j'avais très peur. Je me suis dit, si ce film ne me plaît pas, ça va être dur quand même de l'assumer, quoi. Et ce que j'ai adoré, c'est que j'aurais jamais fait ce film-là si on m'avait dit, enfin,
j'aurais jamais pensé qu'ils filment ça en fait. Et ils ont filmé le lien, ils ont filmé la relation éducative. Il y a très peu de, enfin il y a la pédagogie, on la devine, mais elle est en filigrane. Et par contre, ils ont réussi à filmer quelque chose qui est très dur à expliquer, à travailler en formation par exemple avec des étudiants. Comment on travaille avec notre regard, comment on reçoit dans un premier entretien une mère, son enfant, et comment on va s'adresser pendant 1 heure, les yeux dans les yeux, à un jeune qui croit plus en aucune institution. Ça, ils ont réussi à capter une part de ça, la part sensible de l'acte éducatif. Voilà, et ça, c'est vraiment ce que moi, je suis heureux de vivre à chaque fois que je vais à Nîmes la semaine prochaine accompagner le film. C'est beau, et on voit aussi, du coup, je me permets de le dire, c'est qu'on voit aussi que les cinémas sont des espaces démocratiques. Parce que à l'issue d'une séance, on a dans la salle des gens qui sont là en spectateurs lambda, des parents d'élèves ou des professionnels qui vont se parler aussi, et qui vont parler de ça. Donc c'est intéressant. Salomé, je te vois acquiescer. Bah oui, non, mais bien sûr. Mais parce que ceux qui façonnent finalement la jeunesse de demain et d'aujourd'hui d'ailleurs, c'est évidemment les professionnels de l'éducation et tous ceux qui de manière générale sont au contact des jeunes, que ce soit aussi dans les associations par exemple, ceux qui vont avoir un rapport d'éducation, qui vont aider les jeunes dans un apprentissage qui n'est pas que scolaire, de manière plus générale. Évidemment, ces gens-là sont oui, absolument indispensables, n'ont pas d'ailleurs la reconnaissance à mes yeux qu'ils mériteraient. Après, sur comment on peut rétablir l'espoir, en fait, c'est ça. Chez des jeunes qui me disent, et j'en ai rencontré aussi, qui me disent, mais moi je m'en fous, de toute façon c'est foutu. J'ai même pas envie, ça vaut même pas le coup, en fait, j'ai même pas envie de m'investir. Et encore une fois, pas que des jeunes de milieux ultra défavorisés, même si bien sûr c'est encore plus présent chez ces jeunes-là, mais où il y a un pessimisme chez les jeunes aujourd'hui, qui est mesuré, qui est mesurable dans les différentes études sociologiques, où on voit que ça a doublé par rapport aux années 70. Donc on a une difficulté des jeunes qui est croissante à se projeter dans l'avenir. Et donc évidemment que la question d'éducation, et encore une fois, c'est la première question, en fait, c'est vraiment aujourd'hui la meilleure façon de lutter contre cette sensation-là, qui est dévastatrice. Mais c'est très compliqué de dire aux professeurs, allez-y, redonnez-leur envie de s'investir, quand ils débarquent dans la vie professionnelle, quand ils débarquent dans le système, peut-être d'autres lycées, dans un système éducatif, quand ils débarquent en manifestation et qu'ils se font violenter, quand le monde est violent avec eux, et l'est de plus en plus, et les plus avec eux qu'avec d'autres parties de la population. Et d'ailleurs, j'ai rencontré des professeurs qui m'ont dit, exprimer leur désarroi, c'est-à-dire qu'ils essaient de tout donner pour sauver, entre guillemets, ces élèves, ou en tout cas leur donner les meilleurs outils pour faire face à la vie. Et parfois, les jeunes sont tellement balafrés par cette violence des institutions, cette violence du monde professionnel, que c'est difficile de continuer à leur donner envie d'y croire. Donc évidemment qu'il y a ce plan éducatif fondamental, mais on doit avoir des politiques publiques derrière qui suivent, en fait. C'est aussi ça. C'est très politique. Et d'avoir cette violence médiatique que j'ai décrite plus tôt, d'avoir cette violence professionnelle. Je rappelle que les jeunes en France sont les premiers à avoir des emplois précaires, que 52% des emplois des jeunes aujourd'hui sont précaires. C'est-à-dire que c'est des statuts de type CDD, intérim, apprentissage. Ça peut être, alors ça rentre même pas dans le statut des emplois précaires, mais dans les emplois précaires, c'est-à-dire que c'est pas des emplois, mais on a aussi les stages, les alternances, c'est-à-dire une panoplie de statuts qui n'existaient pas dans les années 70, dont les jeunes sont victimes. Et puis là, ce qu'on observe, c'est que c'est pas vous faites un stage et après c'est bon, vous pouvez aller dans votre vie professionnelle et avoir un CDI et avoir une vie stable. C'est un stage, puis un intérim, puis un CDD, puis un deuxième, troisième CDD. Et vraiment, je n'exagère pas. Certains font des années et des années avec ces statuts extrêmement précaires, et c'est compliqué derrière d'avoir des gens qui vont leur dire mais si, continue à t'accrocher, alors que tu as des horaires intenables, que tu n'as aucune sécurité financière, que ton statut dans ton entreprise ne te plaît pas, peut-être que ton travail même ne te plaît pas, peut-être même que ta filière en premier lieu, parce que mon livre parle des 18-29 ans, ne te plaît pas parce qu'une plateforme comme Parcoursup t'a envoyé faire des études qui ne te conviennent pas. Donc le système est tellement
présente tellement de difficultés aux jeunes que c'est difficile en fait parfois de leur dire mais juste vas-y, crois en toi et bouge-toi et ça va le faire, parce qu'en fait ça va pas le faire pour beaucoup d'entre eux, et ça produit une souffrance un peu sourde qui vont pas forcément exprimer, qui vont pas avoir les outils pour exprimer dans l'espace public, et pourtant qui est bien réel. Encore une fois, je rappelle ce chiffre, un jeune sur 5 aujourd'hui présente des troubles dépressifs, et donc ça c'est pour la partie très politique. Et ensuite sur comment on rétablit ce lien, l'entourage aussi a un rôle majeur, et c'est pour ça que là, avec ce livre, j'essaie d'informer aussi sur ce que vivent les jeunes pour essayer de rétablir une certaine écoute dont je trouve qu'on manque, c'est-à-dire que on va avoir tendance à juger ces jeunes, à pas forcément leur accorder, même au sein des familles, un temps réel, long, d'écoute qui n'est pas précédé d'un jugement, qui n'est pas précédé d'une certaine idée reçue, d'une certaine condescendance. Et j'ai été extrêmement étonnée de mener des entretiens en me disant bon, va falloir que j'interroge des jeunes sur ce qu'ils vivent, va falloir qu'ils m'accordent plusieurs heures de leur temps, qui va me parler pendant des heures comme ça, sachant que je cherchais des jeunes d'extrême droite, je cherchais des jeunes de banlieue, je cherchais des jeunes radicaux de gauche, des jeunes apolitiques, enfin j'essayais d'avoir vraiment toute la panoplie. Je n'ai pas un seul jeune qui a refusé de me parler. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils avaient la garantie d'un anonymat quand ils le souhaitaient, ou à partir du moment où je les écoutais, et où je n'arrivais pas en leur disant ton opinion c'est de la merde en fait, enfin où tu vois dans mon regard que en fait je suis en train de me dire que c'est pas très bien, juste de montrer un réel intérêt pour leur pratique, de leur dire ok vas-y explique-moi TikTok. Je prends TikTok parce que même moi je trouvais ça, j'aime pas cette plateforme, je me reconnaissais pas dedans, je comprenais pas cet engouement pour cette plateforme. Juste de dire à plusieurs jeunes vas-y, explique-moi ce que tu y fais, qu'est-ce qui te plaît, quelles sont les limites pour toi, pourquoi tu y passes autant de temps, est-ce que tu penses que tu devrais y passer moins de temps. Mais ils étaient ravis de m'expliquer, vraiment, et de me montrer, et ça a suscité une excitation chez eux de la volonté de communiquer et de faire entendre leur voix. Et ça, je l'ai retrouvé sur tous les sujets. Et c'est pour moi vraiment ce manque d'écoute aussi dont ils sont victimes, et qu'on peut changer. Et on n'a pas besoin d'attendre les politiques publiques pour ça, pour le coup. Donc on peut se dire, bon vas-y, essaie de me montrer un peu ce que tu vis, et de leur poser, bon, dans mon cas, des questions plutôt larges, de dire qu'est-ce que tu aimes faire, pourquoi, et de ne pas s'arrêter aux réponses parfois qui peuvent être courtes, parce qu'ils ont tellement l'habitude de ne pas être écoutés, de ne pas être pris au sérieux, que certains vont me dire non mais je ne connais pas. Je prends le cas de la géopolitique, où je me demandais tu l'as évoqué plus tôt, comment les jeunes s'informent. Et donc c'est une grande question, comment tu t'informes. Je posais la question, est-ce que tu connais la géopolitique ? 90% me disaient bah non, j'y connais rien, ça m'intéresse pas. C'est un des premiers trucs qu'ils me disaient. Par contre, quand je leur demandais, là, j'ai fait mon enquête en période de guerre en Ukraine, est-ce que tu as entendu parler de la guerre en Ukraine ? Bah oui, tous. Évidemment. Est-ce que ça t'inquiète ? Bah oui, beaucoup. Qu'est-ce que tu peux m'en dire ? Bah en fait, beaucoup avaient entendu parler de la menace nucléaire, de l'OTAN, étaient capables de me faire un récit, alors qui n'est pas celui qu'on va trouver dans un article du Monde super structuré, mais étaient capables, avaient entendu beaucoup de choses, étaient capables même de citer des villes en Ukraine. Beaucoup étaient capables de me parler des Ouïghours, alors que on pourrait se dire, ah bon, les jeunes connaissent des trucs sur les Ouïghours. Bah, en fait, il se trouve qu'il y a eu des campagnes qui ont été menées par des influenceurs sur les réseaux sociaux qui font que c'est arrivé jusqu'à eux, et que beaucoup d'entre eux savaient ce qui se passait en Chine et pouvaient m'en parler et étaient très intéressés là-dessus. Mais il fallait dépasser ce truc du vas-y, fais-moi un exposé, qu'est-ce que tu connais la géopolitique ? Et donc je pense qu'on gagnerait tous à avoir cette empathie et cette écoute avec les jeunes de manière générale. Je ne sais pas si tu souscris à ça ou pas. Bien sûr, je souscris. C'est mon tu métier là, partages. que tu viens de décrire en quelque sorte, parce que l'écoute, c'est tous les jours justement. Il y a des scènes du film assez dingues sur le fait que, par exemple, Ziad, le jeune dont tu parles, qui en effet est vraiment un jeune très très fragile, qui va très mal et qui pourrait être la caricature de l'adolescent de quartier populaire en grande difficulté, grande précarité, etc. À un moment, je parle, voilà, ça va vraiment très 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 mal, et puis je lui rappelle que la veille, pour me dire rendez-moi ma casquette, il m'avait dit est-ce que vous pouvez me rendre mon couvre-chef. Et donc je le vanne un peu sur le fait que qui utilise encore ce terme, quoi, et que ce gamin, voilà, il avait ce terme-là en lui, et c'est pareil, quand on travaille en classe, il avait des fulgurances qui sortaient de lui, quoi. Donc il y a ce truc d'écouter, d'aller chercher chez les personnes en effet ce qu'ils détiennent, quoi, ce qu'ils ont, bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions
18-29 ans, oui. Oui, je veux bien répondre. Bah déjà, dans le film, à mon début, il y a une jeune qui vit avec le diabète et qui est une espèce d'illustration de ce que vous venez de dire. Nous, à Starter, pour vous donner un ordre d'idée, on accueille des jeunes à l'âge de 13 ans. On travaille 1 an en amont. Là, actuellement, je travaille pour préparer le groupe que je vais accueillir l'année prochaine. On travaille chaque année sur 50 candidatures. Enfin, on traite 100 dossiers, mais il y a 50 candidatures constituées pour le dispositif. Donc, on va travailler à explorer et identifier des vulnérabilités sur 50 adolescentes et adolescents de 13 ans. Et ça veut dire repartir de le travail d'entretien, il part nécessairement de la naissance. Et sur le fait de jamais être intrusif, enfin nous on parle de scolarité, mais la scolarité, comme je le disais tout à l'heure, elle révèle les autres ruptures. Dès qu'on fait l'histoire scolaire d'un enfant, on voit ressortir d'autres ruptures évidemment. Voilà, donc en effet on voit ce qui se joue évidemment. Alors les 1000 jours, on dit les 1000 jours, vous savez, les 1000 premiers jours, et puis la suite évidemment, des accidents de la vie, etc. Donc plein de choses se jouent à ce moment-là. Ensuite on a le temps du parcours. Les jeunes ont 14-15 ans. Et là, on accueille 8 garçons, 7 filles. Et on est ultra fiers, dès le début du programme Starter, il y a 11 ans, on a dit, on fonctionne sur la mixité. À l'époque, on n'était pas dans les années 2020. Et la déscolarisation, l'abandon scolaire chez les adolescentes, par exemple, était totalement masqué. Parce qu'une adolescente qui décroche va a priori faire un peu moins de bruit qu'un garçon, par exemple. Donc le fait de prêter attention à la situation des filles en rupture sociale, on a travaillé cette question très, très fortement. Et puis après le passage à Starter, il y a 1 an qui se fait, il y a un début, il y a une fin, c'est un parcours. On n'a pas parlé de rite initiatique, mais la jeunesse, c'est ça aussi. Et le fait de se poser la question de comment on fait des rites dans notre société. On a tendance à les nier. Je fais une petite parenthèse, mais elle me tient un peu à cœur. Je trouve qu'on a une société qui nie les rites, qui les dénonce, qui les déconstruit, qui les abîme, et parfois à juste titre, mais qui les réinvente pas. Or, on ne peut pas se construire sans rite. Vraiment, moi, je suis convaincu de ça. On a besoin de rites. Et en effet, quand le rite, c'est Parcoursup, c'est pas top. C'est pas top. Ça pose des problèmes. Et quand en termes d'égalité des chances, par exemple, ça pose plein d'informations, d'intelligence du système. Qui comprend Parcoursup, qui le comprend pas. Enfin, voilà,
Et je vous renvoie au livre de Salomé sur la massification. Enfin, il y a des super pages sur cette question. Et voilà, donc pour terminer sur mon histoire de parcours starter, nous, on accueille les 15 jeunes pendant 1 an. Et ensuite, on garde en référence nos anciens élèves. Alors maintenant, les plus vieux ont 25 ans. Ils ne viennent pas nous voir tous les jours non plus. Mais malgré tout, on a à peu près 45 références. Ça veut dire qu'on ne les appelle pas tous les matins, ceux-là, pour les réveiller. Mais ils viennent quand il y a besoin. Ils savent qu'on est un lieu référence et des personnes référentes et qui peuvent nous contacter. Et on a à peu près 4 passages par semaine. Donc on voit aussi des jeunes poursuivre leur chemin. Et là, ça illustre ce que disait Salomé tout à l'heure sur... par exemple, on a une partie de nos jeunes, en effet, qui entrent en apprentissage. Et après, moi, je pense que apprentissage, scolarisation, par la voie scolaire, etc., j'ai pas d'avis sur le fait qu'il y aurait un bon ou un mauvais chemin. Par contre, en effet, il y a de l'abandon qui se fait. Il y a de l'abandon et il y a un manque d'écoute dans tous les cas. C'est-à-dire qu'on fonctionne un peu avec des mythes en se disant, alors il y a eu le grand mythe sarkozyste qui disait il n'y a qu'à aller faire bosser. Bon, il a un peu continué d'ailleurs ce mythe actuellement. Le boulot va tout résoudre. On les met au boulot, on les met en apprentissage, c'est très porté ça en ce moment. On les met en apprentissage, on va tout régler. Mais qu'est-ce que ça veut dire entrer en apprentissage à 14, 15, 16, 17, 18 ans? Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'apprentissage, justement, des codes de l'entreprise, de tout ce que ça peut représenter comme initiation, comme compréhension de ce qui se joue, et puis aussi le fait avant ça, de connaissance simplement des milieux professionnels. Comment on fait? On est un pays qui prône l'apprentissage aujourd'hui, qui n'a rien développé en termes d'exploration professionnelle. Les adolescents, et souvent les plus précaires, on leur propose aujourd'hui, en 3e, donc à 14-15 ans, d'aller en apprentissage. Et ça, c'est une boucherie. Pas forcément une boucherie, hein, mais c'est une boucherie dans le sens où les gamins se retrouvent catapultés dans une formation sans l'avoir exploré avant, sans être informé avant, sans en avoir parlé. Donc on fait du dégât en fait comme ça. Et socialement, en plus, on perd. Enfin, collectivement, tout à l'heure on parlait du nous, on y perd énormément. Quand on met comme ça des jeunes sur une voie, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et puis certains, je vais m'arrêter là, mais certains ont besoin de temps aussi, il faut le reconnaître. C'est pas possible que on force comme ça. Vraiment, ça va marcher pour certains. Certains jeunes ont besoin, je pense, de concret. Il faut le reconnaître. Enfin, moi, je suis l'enfant d'un. Mon papa, il a un CAP. C'est l'homme le plus intelligent de la terre. Il a un CAP en électrotechnique. C'est un bricoleur de génie. Il a eu besoin de. Il s'est réalisé comme ça. Et puis il y a des gens qui je pense, ont besoin qu'on reconnaisse ce travail-là. Est-ce que dans les collèges on le fait? Non. Même en cours de techno, maintenant, on bricole plus, quoi. Un gamin, moi, j'accueille des fois des jeunes, ils sont capables de te démonter, de te remonter un scooter. J'en ai un, il avait construit toute sa chambre en palette. Il avait fait tout le mobilier de sa chambre en palette. Ce gosse n'avait jamais été reconnu pour ça, par exemple. Enfin, voilà, donc il y a ces jeunes-là, puis après, il y a d'autres, pour le coup, qui ont besoin de temps. Et il faut le reconnaître. Voilà, donc... en effet, il y a des choses à réfléchir dans le fait de regarder, d'identifier bien les difficultés. Et puis la jeunesse, c'est surtout un temps de la vie, mais c'est un temps qui est beaucoup plus en pointillé, par exemple, pour les jeunes aujourd'hui que l'époque de nos parents, par exemple. Donc on est jeune sur des temps beaucoup plus larges, justement parce que les rites de passage à l'âge adulte sont beaucoup moins marqués. Le mariage, les enfants, l'accès à la propriété, le CDI, etc. Tout ça s'étiole et donc le temps de la jeunesse aussi s'élargit. Je sais pas si ça te parle, Salomé, si t'as vu ça oui, aussi. totalement. C'est ce que j'essaie de montrer aussi, les différences avec nos parents, avec nos grands-parents, dans l'accès à ce qu'on pourrait penser de la vie adulte, c'est-à-dire, moi, ce que je qualifie de stabilité, en fait, c'est ce moment où, alors ça peut être le mariage, le CDI, mais c'est ce moment où on sait ce qu'on va faire de notre vie, entre guillemets, et où on est au moins dans une certaine routine, où on est plus... on se cherche moins et on cherche moins son identité. Alors bien sûr, on évolue toute sa vie et on reste pas la même personne de
de 25 ans à 70 ans. Mais la jeunesse, c'est aussi vraiment ce moment de recherche. Tu as parlé d'exploration, je pense que c'est vraiment ça. C'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui se cherchent sur plein de plans, sur le plan professionnel, bien sûr, qui est le premier auquel on pense, mais aussi sur le plan amoureux, sur le plan amical, sur le plan de la découverte de la culture, des voyages, du monde, en fait, pour certains de manière beaucoup plus large. Et donc ce moment-là s'allonge de par la disparition de nombreux rites, de nombreuses normes, de nombreux codes qui étaient plus forts il y a quelques décennies, et bien sûr par les politiques néolibérales, je reviens à la question politique, qui font qu'on n'a plus en fait cet emploi stable dans lequel on peut s'inscrire. Mais la jeunesse, excusez-moi. La jeunesse n'est qu'un mot, disait Pierre Bourdieu, et évidemment, il n'y a pas de frontière super simple. Moi, j'ai dit 18-29 ans parce que ce sont les statistiques de l'INSEE qui, aujourd'hui, permet de comparer dans le temps le rapport au travail, le rapport à l'anxiété, non, pas l'anxiété d'ailleurs, pardon, pas du tout, mais sur toute la question des salaires, en tout cas, ou du pouvoir d'achat. Moi, il fallait que je fasse des comparatifs, donc il fallait bien pouvoir prendre des statistiques quelque part. Mais évidemment, à 29 ans, vous devenez pas vieux. Pas de panique, c'est évidemment c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Et ensuite vous avez parlé de la question de l'enfance et qui évidemment les enfants font partie de la jeunesse, mais en fait ils répondent à des problématiques qui sont encore différentes et qui permettent. Enfin moi j'ai choisi de faire uniquement les 18-29 ans et même d'éliminer le secondaire parce que il y avait tellement d'autres problématiques que ça soulevait, celle de l'éducation, du système éducatif, de la famille, parce que souvent ils sont dans leur famille, à ce moment-là. Donc il n'y a pas la même autonomie qu'à 18 ans, 19 ans quand on part de la maison pour beaucoup, qu'il fallait faire un choix, mais bien sûr que ça mérite toute notre attention, et les enfants en particulier, parce qu'ils peuvent encore moins s'exprimer que les jeunes adultes. Ils peuvent encore moins avoir voix au chapitre. C'est pas pour rien qu'on a des institutions qui essaient de défendre les droits de l'enfant, parce que pour le coup, les enfants ne peuvent pas les défendre tout seuls. Donc c'est et peut-être le sujet de mon prochain livre. Écoutez, je verrai. Finalement, l'informatique, c'est mieux pour l'écologie, sans doute que non. Donc, en fait, on n'a pas de réponse à leur donner. Avant, c'était un peu plus simple. C'est comme si, avant, il y avait quand même quelques réponses. Travaille bien, tu seras employable, en effet. Mais être employable aujourd'hui, est-ce que c'est bon ? Je peux répondre parce que c'est... assez rapidement, pardon. Je suis désolé, j'aurais aimé qu'on puisse... Il y a tant de sujets à traiter. Mais je pense que c'est vraiment le cœur aussi de la fracture par certains aspects. C'est qu'il y a un monde aujourd'hui qui touche à sa fin. Alors c'est un énorme poncif, mais on est au moment où je vous parle, il y avait des manifestations énormes cet après-midi, ça fait 3 mois que ça dure. Il y a une crise sociale qui s'approfondit d'année en année. On avait vu avec la question des gilets jaunes, on a une flexibilisation du marché du travail qui fait que effectivement, même nos parents, nos grands-parents doutent
pour certains et se disent mais pourquoi moi j'ai travaillé toute ma vie, travailler plus pour gagner plus, pour consommer plus, pour faire, enfin c'était toujours cette logique-là qui touche à sa fin et pas que pour les jeunes en fait, où effectivement il y a une partie de la population de plus en plus importante qui se dit mais est-ce que c'était vraiment ça la bonne chose à faire? Et puis il y a aussi tous ceux qui regrettent d'avoir autant travaillé, de s'être autant donné pour ça, pour en être là, pour avoir aussi le système de protection sociale qui est démantelé, pour avoir les emplois qui ont de moins en moins de sens, où il y a de plus en plus de violence d'une certaine façon en entreprise. Et bien sûr, et on en a peu parlé, mais l'éléphant au milieu de la pièce, la crise écologique, qui est que comment donner à nos enfants ou enfin aux plus jeunes quel modèle donner et que dire à ces jeunes à qui l'on sait qu'on lègue un monde qu'il va falloir changer, dans lequel on sait globalement tous à peu près qu'on va plus pouvoir vivre de la même façon et que c'est ce que disent les scientifiques et que comment il va falloir vivre exactement, je suis personne pour vous dire ça et en fait personne ne le sait vraiment, mais on sait il va falloir que ça change. Et donc effectivement c'est compliqué, je pense pour une partie des plus âgés, en tout cas les plus conscients, de dire à leurs enfants c'est ça la bonne voie à suivre et ça va bien se passer, parce que clairement le modèle dans lequel, qui a été promu, qui est une politique, je dis néolibérale, c'est un système économique qui a pris son essor dans les années 70, n'a pas fonctionné. C'est-à-dire qu'il a fonctionné sur certains aspects, on peut parler des bénéfices de la croissance, ce que vous voulez, mais clairement, il nous mène dans le mur aujourd'hui. Donc il faut changer de modèle, et là, j'ai pas la réponse. Je fais court parce que sinon, je vais partir en... Non, mais il y a beaucoup de choses à dire, et merci à vous deux vraiment pour vos expertises et vos retours, et puis vous dresser. C'est ça qui est important, on a parlé de choses très lourdes, et il faut le faire, et vous dressez des pistes intéressantes sur le lien intergénérationnel, qui peut être une clé de réponse aussi à cette crise que vivent les jeunes dont vous parlez et avec qui vous travaillez. Mais... Tout ce que la jeunesse apporte de merveilleux aussi, parce que c'est vrai qu'on a parlé de trucs très négatifs, mais il y a des aspects très très positifs dans ce qu'offrent aussi les jeunes, et il faut pas oublier cet aspect-là. Exactement. Merci à vous deux, merci beaucoup. Merci. On se retrouve dans 5 minutes pour parler d'un autre sujet, les utopies, et donc restez pas très loin. Merci beaucoup.